Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous sommes en 1604 et un certain Armand Jean de Richelieu est nommé par le roi Henri IV évêque de Luçon. Une nomination qui est une récompense, celle de la fidélité du jeune Richelieu à l'égard d'Henri III. Une nomination exceptionnelle aussi parce que Richelieu n'avait tout simplement pas l'âge pour être évêque. Il lui faudra finalement 4 années pour prendre en charge son diocèse. C'est en effet le 21 décembre 1608 qu'il reçoit la promesse d'obéissance de tous les prêtres de son diocèse, ceux-ci sous les voûtes de la cathédrale de Fontenay-le-Comte. Nous le savons, sur Catéo, un évêque possède 3 pouvoirs, 3 devoirs, celui de gouverner, celui d'enseigner et celui de sanctifier. C'est pourquoi l'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de comprendre un des personnages les plus fascinants, mais aussi les plus complexes de notre histoire de France. Nous connaissons bien le politique Richelieu, nous savons moins qu'il fut un grand évêque du XVIIe siècle. En quoi et comment se distingue-t-il ? A-t-il bien gouverné ? A-t-il bien enseigné et sanctifié ses ouailles ? Quel type d'évêque dans la tradition du Concile de Trente a-t-il été ? Mais surtout, comment Richelieu va concilier son engagement pour l'Église avec celui pour l'État et le roi Louis XIII ? C'est ce que nous allons voir avec Marie-Catherine Souleyraud et Arnaud Tessier. Marie-Catherine Souleyraud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ingénieur d'études à l'université Paris-Sorbonne, plus exactement au centre Roland Mounier. Roland Mounier a écrit dans la collection bouquins un livre qui s'appelle L'Homme rouge, consacré à Richelieu. Et vous-même, alors vous faites un travail absolument extraordinaire pour l'historiographie, puisque vous publiez la correspondance de Richelieu. Nous avons ici un tome, L'œil et la plume de Richelieu, correspondance croisée. Il s'agit de l'année 1635, un ouvrage paru chez L'Harmattan. Vous avez publié aussi une biographie de Richelieu, Richelieu ou la quête d'Europe chez Pygmalion. Et voilà, donc ce sont vos 2 livres, les deux ouvrages que vous avez rapportés. Nous avons évoqué le Père Blay avant l'émission. Le Père Blay, c'est l'auteur de ce livre, Richelieu et l'Église, paru chez Via Romana. Le Père Blay est venu à plusieurs reprises sur ce plateau, non pas sur le plateau de risque de l'histoire, mais avant sa mort, notamment chez Régis Burnet. Vous avez bien connu le Père Blay ? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer le Père Blay par l'intermédiaire de mon directeur de thèse. Et en fait, le Père Blay a suggéré au professeur Yves Durand de faire travailler un étudiant ou une étudiante sur une question qui avait peu été envisagée jusque-là par l'historiographie, Richelieu et la Lorraine. Et c'est grâce au Père Blay que, effectivement, on m'a confié ce sujet de thèse et ce sujet d'étude. Et je voudrais indiquer également, peut-être de manière un peu plus personnelle, une petite anecdote qui m'a rendue particulièrement attachant le Père Blay. C'est que je suis originaire de la Mayenne et mes parents ont très longtemps habité une petite bourgade près de Laval qui s'appelle Saint-Berthevin. Et un jour, le Père Blay m'a indiqué qu'il avait été curé à Saint-Berthevin, au tout début de sa carrière, en sortant du séminaire, et ça m'a beaucoup touchée. Voilà, Et bien voilà, donc Père Blay, Richelieu et l'Église, il y a aussi tout le travail qu'il a réalisé à la secrétairie d'État pour publier les archives de la secrétairie d'État pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la demande de Paul VI. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez publié tout simplement Richelieu. C'est un ouvrage que vous avez publié il y a plusieurs années et qui a été réédité en poche, donc dans la collection Tempus des éditions Perrin. Je ne l'ai pas avec moi, mais vous avez aussi publié son testament
politique que vous avez commenté. Je renvoie nos téléspectateurs à Internet. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais me contenter de citer pour nos téléspectateurs Lyautey et aussi un Péguy. Alors, je souhaiterais revenir à cette date de 1604 que j'évoquais dans mon introduction. Qui est le jeune Richelieu nommé évêque par le roi de France, Henri IV? Que sait-on exactement de sa jeunesse? Alors juste, je voudrais rectifier peut-être une petite chose. C'est en 1606 que Richelieu est nommé par Henri IV évêque de Luçon. Alors pour comprendre le processus, je ferai peut-être un petit rappel concernant ses origines familiales. Richelieu est le troisième garçon d'une fratrie qui compte en tout 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Il est le fils du grand prévôt de France, François Duplessis de Richelieu, et de Suzanne de la Porte. Avant lui sont nés Henri de Duplessis de Richelieu, qui est en qualité d'aîné voué à la carrière des armes. Ensuite est né Alphonse Duplessis de Richelieu, qui en qualité de cadet est destiné à la carrière ecclésiastique. Et cette vocation religieuse du cadet est d'autant plus importante pour la famille de Richelieu que François de Richelieu, le père, a trouvé la mort relativement tôt, en 1590, et que sa veuve, donc Madame de Richelieu, a dû faire face à l'éducation de ses enfants et a dû également faire face, du coup, à la pénurie de liquidités pour entretenir tout le patrimoine familial et assurer, évidemment, l'éducation, en particulier de ses fils. Et l'évêché de Luçon, qui avait été attribué à un grand-oncle de Richelieu, Jacques Duplessis de Richelieu, en 1584, cet évêché de Luçon était destiné à rester dans la famille pour lui assurer des revenus suffisants. C'est pourquoi la carrière ecclésiastique d'Alphonse de Richelieu était très importante. Seulement en 1602, Alphonse de Richelieu choisit non pas le clergé séculier, mais le clergé régulier et décide d'entrer chez les Chartreux. Ce qui va bouleverser la destinée de son cadet, Armand Jean Duplessis de Richelieu, notre Richelieu, le futur cardinal, qui avait été envoyé par son oncle maternel, le commandeur Amador de la Porte, qui avait été envoyé à Paris pour recevoir une éducation de gentilhomme au collège de Navarre, qui avait été fréquenté avant lui notamment par le duc d'Épernon, par Henri IV lui-même. Donc Armand Jean, lui, était plutôt destiné donc à une vie de gentilhomme, comme plutôt son frère aîné. Donc le choix d'Alphonse d'entrer dans les ordres bouleverse la destinée de Richelieu, qui, donc, à partir de 1602, doit se tourner vers le cursus traditionnel de philosophie et de théologie à la Sorbonne. Donc, il débute son... Est-ce que c'est un choix, je me permets de vous couper, est-ce que c'est un choix un peu contre nature? D'abord, est-ce que c'était un garçon qui avait la vocation, vraiment, ou voilà, est-ce que c'est un peu par défaut qu'il se retrouve à cette place? Non, on ne peut pas dire ça, parce que Richelieu a probablement une très grande curiosité intellectuelle. Il est profondément croyant également, certainement. Et ça n'est pas contraint et forcé qu'il se tourne vers la carrière ecclésiastique. Au contraire, peut-être y trouve-t-il une forme d'épanouissement moral et intellectuel. Arnaud Tessier? Oui, je suis totalement d'accord, parce qu'on a déduit de cet épisode avec l'entrée chez les Chartreux d'Alphonse que Richelieu, effectivement, était devenu prêtre et évêque
presque sous contrainte et qui n'avait pas la vocation, mais en réalité c'est une déduction qui est totalement gratuite et que toute l'existence de Richelieu ensuite va contredire, puisque on va en parler, ça va être un homme d'église et même un homme de foi avec une œuvre pastorale considérable. Et en plus, il y a quand même des incertitudes sur la jeunesse de Richelieu, parce que les sources sont quelquefois un peu contradictoires. On a très peu de sources. On a une source principale qui est l'abbé de Pur, qui était d'ailleurs un proche d'Alphonse, je crois. On a peu d'éléments, et d'après Roland Mounier, il semble même, on n'est même pas certain qu'il n'y ait pas eu un jeu non pas de chaise musicale, mais qu'à un moment donné, ce n'est pas été la situation inverse, c'est que le jeune Armand n'ait pas été d'abord destiné à l'Église, et puis qu'il y a eu un changement parce que la carrière des armes ne pouvait pas convenir à Alphonse. Et d'une manière générale, je crois qu'il y a des confusions qui vont se développer dans la mémoire collective autour de Richelieu, avec ses deux frères, qui sont des personnalités intéressantes dans les deux cas. Le marquis de Richelieu, Henri, son frère aîné, qui est un homme de cour, un ambitieux, et qui va très probablement pousser vers les affaires publiques, vers le maniement des affaires publiques, son frère Armand, et peut-être être à l'origine, c'est une hypothèse qu'on peut faire, de la fameuse ambition dont on accable Richelieu, puisque très souvent, dans les ouvrages historiques, dans la tradition, on le présente comme un homme dévoré d'ambition, et en réalité, c'est un tableau assez, comment dire, à la fois caricatural et puis incertain. Et puis Alphonse, au point d'ailleurs qu'il y a souvent des confusions entre les deux hommes, même dans les portraits. Il n'est pas rare de voir une représentation d'Alphonse qui est présentée comme étant, puisqu'ils ont été cardinaux tous les deux, qui est présentée comme le cardinal, le grand cardinal. Et enfin, pour terminer, sur les confusions possibles, où on a l'impression que peut-être à certains moments, le personnage d'Alphonse et le personnage d'Armand se croisent ou se confondent et qu'il y a des confusions qui en naissent, au point d'ailleurs que Alphonse fera une carrière ecclésiastique en réalité très importante, sera assez fier de ses compétences diplomatiques, quand il est archevêque de Lyon, et de sa connaissance des affaires, et se formalisera un peu, dit-on, du fait que son frère ne lui attache pas autant d'importance sur ce plan. Donc, en réalité, c'est très nébuleux, les origines, la jeunesse, la prime jeunesse du futur grand cardinal de Richelieu est très nébuleuse, et donc l'idée qu'il est devenu prêtre et évêque, en réalité, par le hasard, par le fruit des circonstances, et qu'il n'en avait pas la vocation, tout ça est fabriqué, mais on vit sur cette image, et c'est comme si on voyait le tableau de Richelieu, d'une certaine manière, sous un angle qui nous contraint, en quelque sorte. Donc il faut essayer de sortir de cet angle qui nous contraint et d'essayer de regarder le personnage sous un angle différent. Sans vocation, mais attaché à ses devoirs ? Oui, profondément attaché à ses devoirs, et c'est même sa règle de conduite pendant toute son existence. Richelieu, à partir du moment où il est destiné à l'évêché de Luçon, va tout mettre en œuvre pour se montrer digne des fonctions qui lui ont été dévolues. Donc, nommé à la fin de l'année de 1606 par Henri IV, il va tout de suite se rendre à Rome pour obtenir les dispenses nécessaires à l'accession à l'épiscopat, puisque, comme vous l'avez indiqué, il n'a pas l'âge requis. Il était trop jeune, il avait un peu plus de 21 ans, il en faut 27. Il n'avait de plus pas accéder encore au degré de cléricature suffisant. Il n'était que diacre, alors qu'il faut être prêtre pour pouvoir prétendre à l'épiscopat. Donc il se rend à Rome pour obtenir de Paul V les dispenses nécessaires à l'obtention d'une part des bulles pontificales, puis nécessaire à l'entrée en fonction à Luçon. À Luçon, exactement. Que représente Luçon à l'époque ? Est-ce que c'est un grand diocèse ? Est-ce que c'est un diocèse important du Royaume de France ? Alors, Richelieu a dit lui-même qu'il avait hérité de l'évêché le plus crotté de France. Alors, l'évêché de Luçon, c'est l'un des 3 évêchés du Poitou, très marqué par les stigmates de la guerre des guerres de religion, profondément marqué par les passages de troupes, par les exactions des gens de guerre,
Pierre. C'est également un évêché dont le temporel est composé de terres marécageuses qui rapportent peu. Donc l'évêché de Luçon est un évêché pauvre, et d'autant plus pauvre pour la famille de Richelieu que le Parlement de Paris a condamné le prédécesseur de Richelieu à reverser un tiers des revenus de l'évêché au chapitre de l'évêché de Luçon. Donc en fait, effectivement, l'évêché de Luçon doit être reconstruit d'un point de vue temporel parce qu'il faut en entreprendre la reconquête catholique, le reconstruire matériellement également, et puis essayer de restaurer le mieux possible à la fois la doctrine catholique auprès des fidèles, et puis le restaurer d'un point de vue plus matériel, de manière à que la famille de Richelieu puisse en tirer les revenus les plus importants possibles. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, enfin, en soi, ce n'est pas étonnant, mais c'est un homme de terrain. C'est un homme qui est proche de ses ouailles, qui est proche de ses prêtres, qui est proche de ses fidèles. Oui, et il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est son premier grand sermon, le sermon de la Nativité de 1608, devant des fidèles qui sont très composites. Il y a à la fois il y a la bourgeoisie, la noblesse, il y a aussi les paysans. Enfin, il s'exprime devant tout le peuple, tous les fidèles de son diocèse, et il fait un sermon extraordinaire. C'est là où il parle des aigles et des colombes, parce qu'il commence par une sorte de réflexion théologique d'une certaine profondeur sur la Trinité. Et puis à un moment donné, il dit, dans ce sermon, il s'arrête et puis il dit: j'ai parlé beaucoup pour les aigles. Les aigles, ce sont ceux qui ont la science, qui ont la connaissance. C'est les élites, en quelque sorte. Mais il faut aussi que je pense aux colombes. Ce n'est pas les colombes au sens pacifique. Les colombes, c'est les personnes du peuple. Il faut que je parle aux colombes. Et donc, il termine son sermon d'une manière beaucoup plus déliée, en évoquant d'ailleurs l'unité du royaume, la nécessité de se réconcilier sous l'autorité du roi. Et donc, c'est quelqu'un qui sait parler à des interlocuteurs très différents. Et il va, donc, comme confesseur, comme prêtre, parce qu'on parle toujours de l'évêque, ça va être un très très bon évêque, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être un évêque très conscient de ses devoirs et de sa charge, et qui va beaucoup agir pour la réforme catholique dans son diocèse, à la fois en faisant venir des ordres religieux, en essayant de veiller à la bonne formation, au bon recrutement des prêtres, mais c'est aussi quelqu'un qui va apprendre par son sacerdoce à connaître l'âme humaine. Et quelque chose qui m'a toujours frappé dans certains documents, certaines lettres, certains échanges que Richelieu aura au cours de sa carrière ministérielle, y compris avec Louis XIII, il y a un côté un petit peu confesseur, connaisseur de l'âme humaine. Lorsqu'il donne des instructions à ses ambassadeurs dans des missions diplomatiques, plus tard, on sent qu'il joue comme une sorte de théâtre, comme s'il connaissait par avance les réactions. Et c'est un homme qui est dominé, obsédé par l'idée de la faiblesse humaine. L'idée que l'homme est faible, le roi peut être sujet à la faiblesse, lui-même peut être sujet à la faiblesse, que l'homme est essentiellement faible, il est c'est un grand lecteur de Saint-Augustin, et donc je crois que toute cette activité pastorale dont il va tirer d'ailleurs un ouvrage à l'intention à la fois des prêtres et des fidèles, qui s'appelle l'Instruction des chrétiens, et qui aura un énorme succès éditorial en France et même en Europe. Je crois que c'est quelqu'un chez qui l'activité pastorale, c'est plus qu'un évêque, c'est aussi un prêtre, et je crois que cette sorte de capacité psychologique à comprendre l'âme humaine va l'accompagner dans toute sa carrière politique, et qu'on ne peut pas dissocier en réalité. Il n'y a pas un Richelieu qui aurait été pendant la première partie de son existence prêtre et évêque et ensuite ministre de Louis XIII. C'est un homme qui, à mon sens, gardera pendant toute sa carrière politique le sens psychologique et la démarche psychologique du prêtre. Je vais avoir un mot évangélique. Il est pasteur, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent ? Oui, certainement. Et
comme l'a souligné M. Tessier, Richelieu est certainement un très fin connaisseur de l'âme humaine parce que lui-même particulièrement sensible. Et en arrivant à l'évêché de Luçon, il va s'attacher à la rédaction des statuts synodaux de l'évêché. Et parmi les mesures qu'il va prendre, on peut noter qu'il prescrit un catéchisme dominical pour ses ouailles. Il est également attaché à l'oraison dominicale en langue vulgaire. Il prend toute une série de mesures lui permettant en fait de se rendre accessible à ses ouailles et promouvant l'éducation religieuse de ses ouailles, ce en quoi il se conforme parfaitement aux préconisations du Concile de Trente, dont les décrets sont appliqués dans le Royaume de France à partir justement de cette époque-là. Alors c'est très important ce que vous dites parce que c'est un évêque du Concile de Trente. L'heure, vous l'avez bien décrit, l'heure est à la reconstruction, l'heure est à la réforme, plus qu'à la contre-réforme, l'heure est à la réforme, et notre Richelieu s'inscrit dans ce mouvement réformateur. Oui, il va le montrer dans son diocèse, par son activité pastorale, son activité d'évêque pendant plusieurs années, et il faut aussi mentionner que quand il va à Rome, il va y rester des mois. Et on sait très peu de choses sur son séjour à Rome. On sait très peu de choses. On sait qu'il y a rencontré, il a croisé certainement, rencontré le cardinal Bellarmin. Il va à Rome dans un contexte qui est très marqué par la réforme tridentine et par le débat autour de la grâce. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre, que des peuples entiers ont pu, à une certaine époque, se massacrer sur des questions comme la grâce est-elle donnée, les œuvres servent-elles au salut, est-ce que le Christ est réellement présent dans les espèces? Toutes ces questions qui nous paraissent très théoriques aujourd'hui étaient des questions qui étaient au cœur de la foi religieuse et de la vie des hommes à cette époque. Et donc, il a certainement participé à des échanges et reçu peut-être même une certaine sorte de formation. Il aura déjà une formation théologique très profonde avec Philippe Cospeau, qui est un évêque et un homme d'une grande spiritualité, un docteur de Louvain, qui va avoir un grand rôle sur la formation théologique de Richelieu. Mais je crois qu'il y a aussi cela. Il y a à la fois le sens psychologique du prêtre, et puis il y a un théologien qui se forme, notamment sur ces questions de la grâce. Et ça explique beaucoup de choses par la suite. Quand il va lutter contre les débuts de Port-Royal, contre les premiers signes de la crise janséniste, qu'il va faire emprisonner Saint-Cyran, qu'il connaissait et qu'il appréciait énormément. Il le dit d'ailleurs, c'était un peu caricaturé, c'est pas l'homme rouge qui étend sa main implacable sur Saint-Cyran, c'est l'homme d'église qui, au moment où il essaie, à cette époque-là, c'est à la fin de sa vie, au moment où il essaie de rapprocher, de réconcilier les catholiques et les protestants, c'est l'obsession de sa vie, de rétablir l'unité de l'Église. Voici que Saint-Cyran remet sur la table cette question épineuse de la foi, de la prédestination, et donc réintroduit le désordre au sein même de l'Église catholique. Donc je crois que c'est très important de comprendre que c'est un homme qui, à un âge très jeune, a reçu à la fois déjà une formation théologique, une expérience des grandes questions qui agitent l'âme humaine à cette époque, et c'est aussi un prêtre dans son entier. Donc on est totalement éloigné du modèle qu'on trouve partout, ou presque, parce que quand même, heureusement, beaucoup d'ouvrages historiques maintenant commencent à revenir sur cette image, de l'ambitieux frénétique qui ne pense qu'à s'imposer à la cour. Alors, j'ai bien entendu que vous ne vouliez pas séparer le politique du religieux. En revanche, il y a tout de même un biais, c'est que on voit son testament politique, qui est un petit livre, qui se lit. En revanche, on ne voit jamais l'œuvre
religieuse du cardinal, enfin du futur cardinal de Richelieu. Vous parliez de l'instruction du chrétien, il y a brève et facile instruction pour les confesseurs. Il y a une œuvre politique, mais il y a aussi une œuvre religieuse qui est considérable, qui fait un bon maître. Oui, effectivement, l'œuvre de Richelieu, l'œuvre théologique de Richelieu est assez méconnue. On a évoqué l'instruction du chrétien, mais qui est une sorte de catéchisme qui paraît en 1642, donc l'année de la mort de Richelieu, simplement. Mais on peut également parler du traité de la perfection du chrétien, qui paraît de manière posthume. Le traité est publié par l'héritière du cardinal de Richelieu, la duchesse d'Aiguillon, en 1651. Il y a également une méthode qui est élaborée par Richelieu pour convertir ceux qui se sont éloignés de l'Église, comme il le dit dans le titre de ce traité. Donc, tous ces traités, toutes ces œuvres sont effectivement importantes et montrent la volonté aussi de Richelieu de restaurer peut-être une autorité épiscopale qui, du point de vue peut-être politique, pouvait être contestée par certains, parce que le mode de vie de certains évêques pouvait ne pas correspondre aux préconisations justement du Concile de Trente qu'on a évoqué, et pouvait ne pas correspondre également aux préconisations de cette contre-réforme qui se met petit à petit en place à cette époque-là. Alors vous le disiez, il connaissait Saint-Cyran, mais il connaissait aussi Bérulle. C'est un homme qui aime la science, qui aime l'érudition, qui aime la spéculation, tout en étant un homme d'action. C'est un grand homme de livres. D'abord, il avait une bibliothèque fabuleuse, dont il a voulu faire d'ailleurs une bibliothèque publique, ensuite ouverte aux érudits, et puis qui était dans son esprit quelque chose de très important. C'est un homme, c'est l'historien allemand Jörg Wollenberg qui dit qu'en quelque sorte, et lui aussi il montre bien, que Richelieu était comme arraché à sa bibliothèque par la politique. C'est un homme qui vit au milieu des livres, au milieu d'une érudition théologique. C'est vraiment un théologien, et en particulier, il avait tous les écrits des auteurs protestants, donc c'est quelqu'un qui est imbibé d'histoire, d'érudition des auteurs anciens, mais aussi d'ouvrages théologiques. Je voulais juste apporter une précision par rapport justement à son œuvre théologique. Le traité de la perfection du chrétien, qui paraît après sa mort en 1646, a été composé très certainement, dicté à ses secrétaires bien sûr, mais composé par lui à la même époque que le testament politique, c'est-à-dire dans les années 1630, les 10 dernières années de la vie de Richelieu. Et quand on lit les deux, c'est une intuition qu'a eu le père Morguin d'ailleurs, quand il a édité avec François Hildesheimer le traité de la perfection du chrétien. Lorsque vous lisez le testament politique et le traité de la perfection du chrétien en parallèle, vous apercevez que c'est le même livre, qui dit la même chose, mais l'un dans l'ordre politique et l'un dans l'ordre religieux. Le testament politique, c'est l'exaltation du service de l'État, du service du roi, en décrivant les conditions d'abord d'une bonne réformation du royaume et les conditions par lesquelles le royaume peut être bien gouverné dans un ordre effectivement défini par Dieu, mais c'est un texte politique. Comment le prince doit se comporter et comment les conseillers du prince doivent être choisis, doivent se comporter, et comment en quelque sorte se définit, ce qui est la clé de la pensée de Richelieu, la supériorité absolue des intérêts publics sur les intérêts privés. C'est son idée clé du testament politique. Et en parallèle, il décrit dans le traité de la perfection du chrétien comment doit se comporter le bon chrétien et comment doit se comporter le bon évêque. C'est-à-dire là encore l'aigle, les aigles, les élites dirigeantes de l'Église et le simple chrétien, les colombes. Et c'est la même chose, il définit l'amour du prochain, c'est la clé pour lui de la perfection, c'est le chemin de la perfection du chrétien, c'est aimer les autres. Mais ce n'est pas aimer au sens passif du terme, ce n'est pas la contemplation, ce n'est pas un contemplatif, Richelieu. Pour aimer, pour lui,
aimer son prochain, c'est lui être utile. Et lui être utile en fonction de ses capacités. Le simple chrétien sera utile à son prochain par une charité active, par le service rendu aux paroissiens, à sa famille, à son milieu proche. L'élite, ceux qui dirigent l'Église, eux, ne pourront pas se contenter d'être comme le simple chrétien, d'être bons et serviables avec leurs proches. Et il y a tout un texte de Richelieu et du traité de la perfection des chrétiens qui est extraordinaire, puisqu'il dit on peut pécher par commission, mais on peut pécher aussi par omission. Et il dit, le bon évêque n'est pas celui qui se croira acquitté de ses tâches parce qu'il aura fait la charité, il aura aidé les pauvres. Le bon évêque doit faire beaucoup plus. Il doit agir pour le bien des autres, il doit agir pour le bien de l'Église. Et c'est exactement la même chose, il dit la même chose dans le Testament politique à Louis XIII. Le bon souverain, le bon prince, c'est pas celui qui se contente de ne pas faire de mal, qui se contente d'arbitrer et de laisser les choses se faire en veillant à ce que le mal ne soit pas commis. Il faut qu'il agisse, parce que le pire crime pour un homme d'État, pour un prince, selon Richelieu, c'est de ne pas agir. Et c'est la même chose pour un évêque. Et en fait, le traité de la perfection du chrétien et le testament politique, c'est le même texte, c'est la même pensée, mais l'un sur le plan religieux et l'autre sur le plan politique. C'est pour ça que je soutiens que Richelieu a toujours agi à la fois en politique et en prêtre, sans que pour lui, les deux ordres de pensée soient contradictoires ou incompatibles. Alors, on a commencé à esquisser le personnage. Je souhaiterais qu'on s'arrête particulièrement vraiment sur sa personnalité. Parce que, à cause d'Alexandre Dumas, on a une image très négative de ce personnage qui est reprise, évidemment, par le cinéma. Donc, est-ce que c'est un homme qui est soucieux de son image? Est-ce que c'est un ambitieux? Est-ce que c'est un vaniteux? Ambitieux, certainement. Vaniteux, certainement pas. Richelieu a une très vive conscience et ça se voit particulièrement bien dans sa correspondance. Richelieu a une très très vive conscience de la précarité de son statut par rapport au roi et de manière générale de la précarité de l'existence et de la sienne en particulier. Richelieu, il ne faut pas l'oublier non plus, est quelqu'un qui est souvent malade. À partir de 1632, il souffre de ce qu'on appelle le mal de Bordeaux. Il sait également la santé du roi fragile et il sait que son statut de ministre a ceci de commun avec le statut de favori, c'est qu'il est entièrement soumis en réalité au bon vouloir de son souverain. Oui. De son souverain qu'il sert le plus sincèrement possible. Et ça, c'est sans doute également une constante de toute l'existence de Richelieu, c'est que Richelieu se met au service d'un monarque de droit divin. Là aussi, la dimension religieuse est extrêmement importante. Il considère que le roi a été élu et que lui, Richelieu, en tant que prélat, mais également en tant que ministre, doit tout mettre en œuvre pour faire fructifier ce dont Louis XIII a été doté par la volonté divine, par la naissance, par le sacre. Et Richelieu, tout au long de son ministère, et singulièrement à partir donc de 1624 et jusqu'à son décès en 1642, Richelieu va tout mettre en œuvre pour servir le mieux possible l'intérêt public, comme il le déclare dans son testament politique, et va tout faire pour placer Louis XIII dans la position la plus valorisante possible, aussi bien à l'intérieur du royaume qu'à l'extérieur du royaume. Et Richelieu se montre finalement extrêmement soucieux des événements, de la conjoncture. Il est très très sensible aux critiques dont il fait l'objet également. C'est pour cela qu'il se dote d'un véritable cabinet de presse. Il est extrêmement soucieux également de l'image qu'il va laisser de lui sur le long terme. Il est très, je pense, très très soucieux de l'historicité. D'où la rédaction du testament politique à partir probablement de l'année 1638. Et avant le testament politique, on peut également évoquer les mémoires de Richelieu et également un écrit qui est peut-être moins connu, le journal du cardinal de Richelieu, rédigé
pendant ce qu'on a appelé le Grand Orage. En fait, ce journal du cardinal de Richelieu, c'est la défense que Richelieu va rédiger lui-même et faire rédiger par son entourage proche de son attitude pendant la journée des Tupes et pendant les années qui ont suivi jusqu'en 1634. Et la Bibliothèque nationale de France conserve le texte préparatoire à ce journal qui a été élaboré à partir des papiers d'État de Richelieu, à partir de ces fameux mémoires qui ne sont en fait que des textes tirés de ses dossiers de travail. Et à la même époque, Richelieu va également faire rédiger ce qu'on a appelé proprement ses mémoires, qui sont en fait la reprise des textes les plus importants tirés de ces papiers d'État, reliés les uns aux autres pour en faire une trame chronologique, une sorte de récit justificatif des principales décisions qu'il est amené à prendre du début de son ministère jusqu'aux années 1638, avec cet instant clé, ce moment clé, ce basculement de la déclaration de guerre du roi de France à l'Espagne et ce basculement dans la guerre ouverte. Mais il n'y a pas de vanité justement à avoir ce souci de son image ? Je crois que ce que vous décrivez, c'est presque une intention pédagogique. Et le testament politique, exactement. C'est presque pastoral, c'est pédagogique, c'est pour expliquer comment les choses se sont passées et pour que la postérité comprenne comment on reconstruit la puissance d'un royaume et comment on construit un pouvoir qui en même temps est dédié à la puissance de Dieu. Si vous voulez, je vais faire un parallèle, c'est un peu comme l'ambition. Richelieu est ambitieux à la manière qui sera celle du général de Gaulle, c'est-à-dire c'est pas l'ambition de tel ou tel politicien, je ne citerai pas de nom, vous en voyez de multiples exemples, c'est une ambition qui est portée par quelque chose qui les dépasse. C'est l'idée oui, l'idée que le pouvoir n'est pas un sacerdoce, mais plutôt une charge, un bénéfice dont les charges, comme il dit, sont extrêmement lourdes. Et je crois que les mémoires, qui sont en fait, c'est l'histoire du règne de Louis XIII, ont cette fonction. C'est une fonction de démonstration et pédagogique, et non pas une statue qu'il s'érige à lui-même. Parce que, encore une fois, je crois que si on veut comprendre Richelieu, pour lui, la chose la plus importante qui va dominer sa vie jusqu'à son dernier souffle, c'est la réunification de l'Église. Et c'est le visage qu'il fera devant Dieu. Pour lui, c'est cela l'enjeu. Avant de penser au visage qu'il fera dans la postérité, c'est la façon dont il se présentera devant Dieu. Et c'est extraordinaire de voir qu'il est parti, il est mort. On a le témoignage du fameux Cospo qui avait été son guide, un peu son maître en théologie, et qui viendra le voir sur son lit de mort et qui dira qu'il est impressionné par la tranquillité de Richelieu. Richelieu est mort en donnant un sentiment de quiétude. Alors, ses ennemis ont dit c'est un cynisme absolu, il ne croyait en rien, etc. Non, il est parti dans un sentiment de quiétude, et il l'a dit, d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a dit sur son lit de mort, mais il l'a écrit peu de temps avant, qu'il n'avait eu d'autres ennemis que ceux de l'État. Il donne le sentiment d'être mort en ayant conscience, ayant accompli son office, tel qu'il l'a décrit dans le testament politique, c'est-à-dire d'avoir fait toujours prévaloir les intérêts publics sur les intérêts privés et d'avoir toujours recherché le bien de l'Église et l'unité de l'Église. Et donc, c'est pour ça, je ne crois pas qu'il y ait une politique, bien sûr, là, il est soucieux de son image parce qu'il est pris dans un combat politique. Et le combat libelle, qui est redoutable. Il doit faire face à des textes qu'il attaque avec une virulence extrême. Il faut qu'il se défende parce que c'est un instrument de la guerre psychologique qui fait partie de la guerre politique, de la guerre couverte et puis de la guerre ouverte à partir de 1635. Mais je crois quand même que son intention est beaucoup plus élevé. Alors je voudrais revenir à une image que nous n'avons pas évoquée, alors qu'il n'est pas encore au pouvoir et qu'il reste évêque, mais c'est une image qui me semble importante à double titre, parce que d'abord on a tendance à oublier qu'il y avait des états généraux sous la monarchie. Derniers états généraux, c'est 1614, à la demande de Louis XIII. Il joue un rôle et en fait il représente exactement comme en 1789 il y aura des états généraux, on représente son ordre. Quelle image donne-t-il ? Et c'est lui
lui qui prononce le dernier discours au nom du clergé. Que nous dit ce discours et que nous dit ce discours de ce qu'il est, de sa personnalité, de sa vision? Alors effectivement, Richelieu a été désigné comme député du clergé aux États généraux de 1614 et donc il est amené à prononcer ce fameux discours de clôture en février 1615 dans un contexte qui est très difficile parce que Louis XIII vient de déclarer sa majorité. On sort d'une période de régence qui a été marquée par l'affaiblissement en réalité du pouvoir royal. Et il est nécessaire à cette époque à la monarchie de se réaffirmer face aux princes, aux grands du royaume qui tentent de s'accaparer la plus grande part possible de pouvoir, d'autorité politique. Or, un ordre se trouve exclu à cette époque de la décision politique, c'est justement le clergé. Et Richelieu va s'attacher dans son discours de clôture à défendre les intérêts de son ordre et à tenter de le mettre en avant dans l'estime royale, si je puis m'exprimer ainsi, en réclamant une association plus étroite du clergé aux grandes décisions prises dans la direction du royaume, en réclamant également la présence au Conseil de davantage de prélats. Alors évidemment, aussitôt, ces détracteurs vont y voir une déclaration d'ambition non dissimulée. D'autant que le personnage a un talent rhétorique très bien affirmé, que d'ailleurs le pape Paul V a parfaitement reconnu lorsque Richelieu est venu le voir pour obtenir ses dispenses, et que dans les années qui suivent, l'entourage de Marie de Médicis va également reconnaître, puisque le fameux Concini, maréchal d'Ancre, va déclarer que l'évêque de Luçon est capable d'en remontrer à Tutti Barboni. Il a vraiment un talent oratoire et un talent de persuasion important. Et puis, le discours prononcé par Richelieu est également important parce qu'il prend la suite d'un conflit qui se déclare pleinement au moment de ces États généraux entre cette noblesse d'épée, cette ancienne noblesse qui revendique un pouvoir politique, un pouvoir décisionnaire, et le clergé de robe, la noblesse de robe, pardon, qui prend de plus en plus d'importance avec la vénalité des offices, avec la vénalité des charges, avec la multiplication des offices. Et Richelieu, lui, va se retrouver en tant que député du clergé comme une sorte d'arbitre, d'autant que lui est issu de cette noblesse d'épée, mais il va être amené à jouer un rôle d'arbitre, d'autant plus important que le tiers-état, quant à lui, dans l'article 1er de ses remontrances, à la suite du traumatisme créé par l'assassinat d'Henri IV, a fait une véritable déclaration d'absolutisme, en affirmant la nécessité pour le roi d'une autorité inattaquable. Et du coup, en privant la noblesse d'épée d'un devoir de révolte dont elle se sentait investie. Oui, et je voudrais ajouter, à la fin de la harangue de Richelieu, il y a là, il quitte un peu son rôle de porte-parole du clergé pour faire une véritable invitation. Il s'adresse à Marie de Médicis, de mémoire, à gouverner véritablement, à prendre les rênes, et qui fait un peu écho quand même à la position du tiers-État. Il y a une fin à la fin de la harangue, c'est assez politique. Ça annonce un peu, quelques décennies plus tard, le prince gouverné de Bossuet. C'est un peu une incitation à ça. Et on voit donc le personnage religieux, l'homme d'église,
qui a aussi une forme de message politique qui est qu'il faut absolument que la couronne reprenne le dessus par rapport au pouvoir des grands et aux manifestations d'indépendance des princes et leur volonté d'exercer leur contrôle sur la couronne. Donc on voit bien le personnage déjà se dessiner aussi sur le plan politique. Alors je ferme cette parenthèse, mais je voulais vraiment évoquer les États généraux parce que ça me semblait important. Je reviens à l'époque où il est ministre, mais il nous reste 9 minutes, ce qui est très court. Il y a plusieurs points que je souhaiterais voir. D'abord, il y a ce paradoxe incroyable d'avoir une politique extérieure contre l'Espagne catholique et être en faveur, lui, Richelieu, des alliances protestantes, anglaises, hollandaises, suédoises, alors qu'à l'intérieur, il lutte contre le protestantisme. C'est une contradiction, Je vais être très bref parce que ma collègue est vraiment beaucoup plus au fait de ce sujet sur la vision de l'Europe de Richelieu. Mais en fait, Richelieu, pour lui, il est question des alliances qui comptent. Et Richelieu est convaincu qu'il y a une volonté de monarchie universelle portée par l'Espagne des Habsbourg et qui est contraire à sa vision de l'Europe, qui est une Europe d'équilibre. Évidemment, une Europe d'équilibre où la France aurait un rôle éminent, mais c'est quelque chose qu'il décrira admirablement dans une pièce de théâtre qu'il écrira, mais qui n'aura pas le temps d'être jouée, n'aura pas le temps de faire jouer avant sa mort, qui est Europe. Europe apparaît sous les traits d'un personnage, et Ibère, c'est la démesure. C'est la démesure, c'est la volonté, c'est le déséquilibre, alors que Francion, c'est l'image de l'équilibre européen qui seul conforme finalement à l'intérêt de l'Église. Et donc, pour lui, passer des alliances ponctuelles avec des États protestants, auprès desquels, d'ailleurs, il va s'assurer que les catholiques vivant dans ces États sont traités comme ils doivent l'être, ce n'est pas simplement du machiavélisme de bas étage, c'est qu'il poursuit un objectif politique qui est de sortir la France de l'étau dans lequel les deux branches des Habsbourg veulent enserrer la France, un étau politique et militaire extrêmement dangereux, c'est le premier élément, mais il y a aussi un idéal d'équilibre européen, chrétien, où la France jouerait un rôle essentiel, qui domine la pensée de Richelieu et qui était très mise en évidence par l'historien allemand que j'évoquais, Jörg Wallenberg. En quelques mots ? Oui, effectivement, Richelieu est très soucieux, effectivement, d'assurer la paix dans le royaume. Et dans les années qui précèdent 1635, il va d'abord tout faire pour maintenir la paix, pour privilégier cet état de relative tranquillité. Je dis très très relative parce que en fait la crainte de Richelieu est effectivement de voir le royaume de France envahir à la fois par sa frontière septentrionale à partir des Pays-Bas espagnols, également par la Franche-Comté que l'Espagne domine, par la Lorraine, parce que le duc de Lorraine, indépendant à cette époque, est un allié des Habsbourg, et évidemment par l'Espagne, par les Pyrénées ou par la mer, par la Méditerranée. Et Richelieu, pour Richelieu, Louis XIII doit s'affranchir du risque que fait peser les Habsbourg sur le royaume en tentant de soutenir l'effort de guerre des protestants contre les Habsbourg dans le Saint-Empire romain germanique où fait rage la guerre de 30 ans. Et c'est un système à la fois d'équilibre et d'arbitrage également, parce que dans la pensée de Richelieu, Louis XIII a un rôle éminent d'arbitre peut-être à jouer dans le conflit qui déchire l'Europe à cette époque-là. Et ça, Richelieu s'y attache très fortement. Et pour Richelieu également, Louis XIII est le souverain de la justice.
Or, les Espagnols ont arrêté l'archevêque de Trèves qui s'était placé sous la protection de la France. De même, l'empereur a-t-il privé l'électeur palatin Frédéric V de ses états et il lui a confisqué sa dignité électorale qui a été transmise au duc de Bavière qui lui était catholique. Et dans l'esprit de Richelieu, il s'agit également de faire rendre la justice par le roi, non plus au sein des frontières du royaume, mais plus largement en Europe. Alors, il nous reste 5 minutes. Une dernière question, la raison d'État. On accuse souvent ce personnage de faire valoir cette raison d'État. La raison d'État dont le personnage est inexorablement affublé, est-elle un stéréotype? Est-ce que la raison d'État de Richelieu est la même que la raison d'État de Machiavel? Qui désacralise en fait le politique. C'est une vision très anachronique qu'on a souvent de la raison d'État, même d'ailleurs s'agissant de Machiavel, dont la pensée est souvent caricaturée. Je crois que c'est François-Xavier de Lechheimer qui rappelle fort justement, c'est la raison dans l'État. C'est plutôt l'idéal de raison. C'est pas la raison d'État au sens on va écraser sauvagement ses adversaires ou les obstacles au nom d'un intérêt supérieur. C'est vrai que pour Richelieu, je l'ai dit tout à l'heure, et le testament politique c'est cela, c'est la clé de tout, c'est que les intérêts publics doivent l'emporter sur les intérêts privés. C'est la matrice de notre tradition désormais républicaine de l'intérêt général. C'est vraiment lui qui a clairement théorisé cela. Mais ce n'est pas un homme qui prêche la brutalité en politique. Il faut lire le dernier chapitre du Testament politique, là où il dit justement qu'un prince peut pécher par omission au moins autant que par commission. Mais il rappelle que le prince doit respecter les traités, il ne doit pas abuser de son pouvoir, il ne doit pas agir avec ces deux mesures qu'il reproche précisément à l'Espagne en matière de politique étrangère. Donc je crois que c'est au contraire un homme qui est épris de justice et d'équilibre, et la raison doit conduire les princes dans le gouvernement des affaires. Ils doivent quelquefois, dans des circonstances exceptionnelles, user de moyens exceptionnels, et ça c'est quelque chose qui est resté aussi dans notre tradition juridique, dans notre tradition démocratique, c'est les pouvoirs de crise, mais ce n'est pas du tout un homme qui prêche la brutalité dans l'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, Richelieu, dans sa correspondance, n'emploie pas le terme de raison d'État. Il parle de raison, mais pas de raison d'État, en réalité. Et d'autre part, à la notion de raison d'État est souvent rattachée l'adage « la nécessité ignore la loi » ou « la nécessité n'a pas de loi ». Or, Richelieu fait exactement le contraire. C'est qu'il s'attache à justifier toutes ses actions en recourant à une sorte de jurisprudence, en faisant travailler des juristes, des érudits à la justification par l'antériorité de ses actions, en justifiant également son action par la nécessité de s'adapter aux événements, à la conjoncture. Ça également, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, même dans sa correspondance, il parle même de raison de guerre, mais la raison de guerre n'est pas la raison d'État, en réalité. Il est contraint à la raison de guerre par la nécessité, par la conjoncture, par les événements. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est une émission que je voulais faire depuis plusieurs années et je suis très heureux de l'avoir faite avec vous. Marie-Catherine Vignal-Soulero, donc Richelieu ou La quête d'Europe, un ouvrage paru chez Pygmalion. Vous avez aussi, et vous éditez, vous continuez d'éditer l'œuvre de Richelieu qui est absolument considérable, L'œil et la plume de Richelieu, correspondance croisée 1635, un ouvrage paru chez L'Harmattan. Je cite également Arnaud Tessier, votre ouvrage qui s'appelle simplement Richelieu, paru dans la collection Tempus des éditions Perrin. Et je voudrais à nouveau citer ce livre, Richelieu et l'église du regretté père Blé, un ouvrage paru chez Via Romana. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur notre site internet KTO TV pour retrouver toutes nos émissions en archive. Et n'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com. Je vous ai reçu à plusieurs reprises, cher Arnaud, à propos du général de Gaulle, à propos de Philippe Séguin également, puisque vous êtes le biographe de Philippe Séguin.
Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'émission d'Au risque de l'histoire.